On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On démarre aujourd'hui notre série d'entrevues à caractère électoral avec ces élections au Québec. On débute aujourd'hui par les représentants de la coalition Avenir Québec, la CAQ, dans les comtés de Saint-Jean, avec Louis Lemieux, mais tout d'abord la candidate dans Iberville, Audrey Bogmans. Campagne électorale, entrevue avec les différents candidats des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. Du côté d'Iberville, cette fois-ci, la coalition Avenir Québec, la CAQ, est représentée par la candidate Audrey Bogmans, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. D'où vient ce goût de faire de la politique? Bien, le goût d'être impliqué, en fait, c'est pas nouveau. Je suis impliquée un petit peu partout depuis que je suis en affaires, finalement. Donc, pour moi, c'était naturel. Est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie? Est-ce qu'on pèse les bénéfices, les avantages, mais aussi certains des inconvénients, surtout quand on a une jeune famille? Bien oui, absolument. Ça a été une bonne réflexion et puis on est toutes organisées, puis on a revu la structure de nos choses pour être capable d'y aller ensemble. Parce que pour moi, aller de l'avant en politique, c'est aller de l'avant en famille. Donc, bien entendu que c'est bien réfléchi. Bon. Il y a ce goût d'impliquer, c'est vrai, de s'impliquer, mais comme on le dit, d'un côté, entreprise agricole, ce qui demande beaucoup d'énergie, une jeune famille, donc des jeunes enfants et tout ça. Malgré tout ça, vous avez le goût de sauter à pieds joints là-dedans? Bien, c'est surtout à cause de tout ça que ça me tente de sauter à pieds joints là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens, justement, qui nous représentent, qui sont impliqués comme ça. Puis il y a des jeunes mères encore moins. Donc, moi, je trouve ça important qu'il y ait une représentativité au Parlement. Puis j'ai le goût de changer les choses, justement, pour mes enfants, puis qu'ils puissent voir la couleur de ces changements-là dans leur vie. Donc, je suis très fière. Puis en même temps, de faire une campagne comme ça en famille, ça montre certaines valeurs, je trouve, qui peut parfois être perdu. Donc, je trouve ça super intéressant. Bon, oui. Comment va la campagne jusqu'ici? Le contact avec le public, c'est un peu nouveau parce que là, on est dans le terrain politique. Il y a des adversaires, il y a des gens qui vont nous aimer, des gens qui vont peut-être moins nous aimer, qui nous aimaient peut-être avant, les nous aiment un peu moins. Ah. Comment on joue avec ça? Bien, en fait, c'est très simple. C'est qu'on se concentre sur nos valeurs, puis sur les enjeux, sur ce qu'on veut défendre. Puis on va à la rencontre des gens, puis on écoute qu'est-ce qui vient du terrain, et puis on ajuste le tir pour être capable de répondre aux priorités. Donc, c'est tout à fait naturel, puis c'est super intéressant. Bon, parlez-nous de vous un tout petit peu, parce que, bon, on vous connaît comme agricultrice. Vous avez été aussi pendant un certain temps présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Oui. Vous étiez, de mémoire même, je pense, la première femme, ou presque, à assumer cette fonction-là. Parlez-nous un peu de vous, de votre implication, de ce que vous faites dans la vie. On sait que vous êtes dans le domaine agricole, mais ça veut dire quoi, au juste? Parfait. Bien, moi, je suis une propriétaire, dans le fond, une relève agricole. Donc, mes parents avaient une ferme de grande culture et puis moi, j'ai repris. On a maintenant un centre de grains aussi de plus de 15 000 tonnes d'entreposage. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend les grains des autres cultivateurs, on les conditionne, on les entrepose, puis on fait de la mise en marché, entre autres, avec les muneries, des choses comme ça. Et puis, on a aussi une division qui est la boîte VAM. Donc, on est présent au marché de Saint-Jean. Maintenant, pour la saison, c'est terminé, mais pour le marché de Chambly aussi, avec des fleurs coupées, des légumes cultivés de manière responsable, puis des boîtes qu'on livre aussi de légumes variés puis de bouquets de fleurs. Bon, l'agriculture, c'est un enjeu en soi au niveau politique. En plus de ça, le comté d'Iberville, probablement un des comtés les plus agricoles qu'on ne peut pas avoir. Pour vous, c'est quoi actuellement les principaux enjeux auxquels font face les agriculteurs et agricultrices? Bien, en fait, c'est quand même similaire au restant de la population. Hein? Ça prend des endroits, justement, pour prendre soin de nos enfants. Donc, la Montérégie, comme partout ailleurs, est un endroit où il y a une grande croissance de la population. Donc, il faut voir les places en garderie, les places dans les écoles. Et puis, au niveau citoyen aussi, bien, la population est vieillissante. On veut prendre soin des personnes âgées à la maison de plus en plus. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça. L'impact au niveau de l'inflation, c'est sûr qu'en agriculture, autant que dans la vie de tous les jours, on est gravement touché là, par les hausses, puis on le ressent même sur les factures d'épicerie. C'est la même chose pour le producteur, là, pour l'achat des intrants de tous les jours, comme pour n'importe quelle réparation. Là. Bon. Au niveau du programme électoral de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là qui touche le volet agricole?
Bien, en fait, il y a plein de choses. Ce que M. Legault reconnaît, c'est qu'on est des entrepreneurs également. Donc, il y a le volet environnement, donc de s'améliorer, d'avoir un bilan de plus en plus vert. Puis de l'autre côté, de dire il faut être capable de bien en vivre, puis on a une certaine fierté, finalement, là, d'être capable d'atteindre une rentabilité. Donc, c'est de concilier les deux. Puis c'est pour ça qu'on a plusieurs initiatives en productivité, en amélioration, par exemple, de la main-d'œuvre, en amélioration de consommation d'essence ou de machinerie pour que ce soit de plus en plus effectif sur nos entreprises. Est-ce que le gouvernement peut jouer un rôle dans le fait d'aider, disons, la relève d'entreprises agricoles? Parce qu'aujourd'hui, ce sont devenues de grosses entreprises qui parfois sont difficiles de léguer à la génération suivante. Il y a des enjeux financiers énormes. Est-ce que le gouvernement doit ou peut jouer un rôle là-dedans? Bien, en fait, c'est d'être un agent incitateur. Donc, c'est certain de motiver les jeunes à aller étudier en agriculture, c'est une chose. De former, que ce soit vraiment la relève ou les prochains travailleurs de notre milieu. Mais au-delà de ça, on a annoncé 50 millions, entre autres, pour permettre à la relève de devenir propriétaire, entre autres. Il y a déjà plusieurs programmes en place. Donc, c'est certain qu'on est dans la bonification puis l'encadrement. Puis encore une fois, l'inflation nous touche dans le premier ordre. Donc, oui, on est là pour soutenir. On a des programmes aussi avec le fonds d'investissement, là, le FIRA, pour l'agriculture. Donc, sur plusieurs plans, on veut être présent. Bon, outre l'agriculture, quels sont pour vous les principaux enjeux du comté d'Iberville? C'est la qualité de vie des gens. Hein? C'est un peu comme ce que je disais. Il faut être capable de préserver ce qui nous rend heureux, puis ce qui se passe à tous les jours, là, finalement. Là. Si ça fait partie de notre routine d'aller chez Tim Hortons, prendre un café, il ne faut pas que l'inflation nous enlève notre café. Là, c'est d'être capable d'avoir du plaisir. Donc, faut agir de ce côté-là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les places en garderie, les soins à domicile. Parce que moi aussi, j'ai des parents qui ont 70 ans, puis l'idée de ce qui s'en vient, trouve ça quand même apeurant. Donc, c'est d'être capable d'accompagner, puis on comprend cette réalité-là. Mais au-delà de ça, c'est mettre du dynamisme dans nos villages, que ce soit du côté culturel, du côté économique aussi, puis tout ce qui est, bien sûr, environnement, qualité de l'eau également. Donc, la qualité de nos rivières, mais aussi la gestion des eaux municipales. Bon, ça, c'est un point important. Je sais que ça ne touche pas une grande population, mais pour ceux qui vivent le problème à Saint-Georges-de-Clarenceville, la problématique d'eau potable, qu'est-ce que vous savez de cet enjeu-là et qu'est-ce que le gouvernement du Québec pourrait faire pour aider ces gens-là? Bien, en fait, c'est que depuis que j'ai été annoncée, j'ai fait le tour de presque toutes les municipalités de notre comté, dont Clarenceville. Et puis, on pourrait être surpris que les problèmes d'eau sont quand même plus communs qu'on pourrait le penser au travers la MRC du Richelieu puis la MRC de Rouville. Mais au-delà de ça, à Clarenceville, on tend vers vraiment une crise tout à fait sérieuse. Puis moi, je veux accompagner dans 100 des démarches pour être certain qu'on trouve une solution puis que les Québécois aient de l'eau potable. Là. On n'a pas le choix, puis dont les gens de Clarenceville. Là. Mais ultimement, c'est un enjeu d'infrastructure? Oui, absolument. Absolument. Bien, dans le fond, c'est que dans le programme, comme il est bâti, nous autres, on veut les accompagner pour être certains d'accélérer le processus au maximum puis de trouver une solution pour que les gens paient un prix raisonnable puis aient accès à l'eau, parce qu'aujourd'hui, ça prend de l'eau pour tout le monde. Parce que ce problème-là perdure depuis très, très, très longtemps. Puis j'ai l'impression qu'on en parle malheureusement très peu, puis je m'inclus là-dedans. Ça touche tellement pas une grosse population que malheureusement, cet enjeu-là vient rarement à l'avant-plan dans l'actualité. Mais quand on s'y intéresse moindrement, c'est absolument incroyable de voir ce problème-là que vivent en ce moment les gens de Clarenceville. Bien, c'est une des premières nécessités. Si ce n'est pas la première nécessité pour avoir une maison dans un milieu. Là. Donc, c'est vital, l'eau, puis on veut en prendre soin. Bon, restons dans le domaine des infrastructures, puis on verra aussi ultimement ce que la Ville de Saint-Jean fera. Mais il y a du côté du chemin des Patriotes, au nord du pont Marchand, là, le long de la 133, des citoyens qui, depuis une trentaine d'années, militent pour avoir des infrastructures dignes de ce nom. Ultimement, la Ville doit faire son bout de chemin, mais sauf qu'on sait qu'à la fin de tout ça, le gouvernement du Québec va être appelé à subventionner ces travaux-là. Qu'est-ce que vous connaissez de cet enjeu-là, précisément? Bien, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, en étant candidat, mais si on a la chance d'être élu puis de devenir député, ce que je trouve super motivant, c'est justement d'être là, d'écouter, de connaître les dossiers, de travailler en lien avec les personnes puis les divers intervenants, puis être capable de cheminer le dossier avec eux autres, puis être certain
il n'y a jamais rien qui tombe, par exemple, entre des craques de plancher, puis s'assurer que ça avance à bon rythme. Puis ça, c'est ce que je peux promettre aux gens, c'est d'être là pour faire avancer les dossiers. Pendant longtemps, quand on faisait des entrevues sur le comté d'Iberville, on parlait du prolongement de l'autoroute 35. Or, elle est en voie de se faire enfin. Il y aura peut-être des bretelles qui vont s'ajouter du côté de Saint-Alexandre. Je sais que pour ces gens-là, c'était quand même assez primordial. Est-ce que vous savez si ça a bougé ou si ça va bouger, là, les bretelles qu'on voulait avoir à Saint-Alexandre? Bien, en fait, c'est qu'ils sont dans le coin de Pike River en ce moment en train de terminer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer les infrastructures qui sont en construction, puis par la suite, on va s'attarder à la bretelle. Mais normalement, c'est annoncé, donc ça devrait avoir lieu. Bon, pourquoi avoir choisi de vous présenter avec la Coalition Avenir Québec, avec le parti qui assume le gouvernement en ce moment et son premier ministre, François Legault? Bien, en fait, depuis le début, c'est mon parti. Là. C'est toujours de ce côté-là que j'ai voté. Pour moi, c'était le parti qui reflétait mes valeurs. Donc, c'était un choix très simple. Bon, qu'est-ce qui vous rejoint dans ce parti-là, quand vous parlez de valeurs? Bien, je trouve justement que c'est un parti qui est très pragmatique, très terre-à-terre dans son approche et puis qui propose des solutions concrètes puis qui ont un fondement économique. Parce qu'à la base, il faut être un pays prospère, il faut créer de la richesse à l'intérieur de la province. On va être capable d'offrir des meilleurs soins puis un meilleur filet social. Puis ça me rejoint en tout point. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire au cours des prochaines semaines? Vous allez me dire, rencontrer des gens, serrer des mains, bref, avez-vous des activités prochaines? Il y a des débats aussi qui s'en viennent? Oui, exactement. Donc, on continue de rencontrer les organismes, bien entendu, d'aller rencontrer les gens. C'est un incontournable de participer à la panoplie d'activités qui nous est offerte sur l'ensemble de nos 16 municipalités, quand même, à Iberville. Mais c'est ça. Autrement, oui, il y a le débat de l'UPA le 20 septembre et puis le débat de la Chambre de commerce le 22 septembre. Donc, avec plaisir que j'y serai et que j'y participerai. Bon. Parfois, on se dit toujours un peu, quand on s'embarque dans une aventure comme celle-là, il y a toujours un petit brin de naïveté, puis c'est tout à fait correct. Jusqu'ici, là, la campagne est lancée depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous découvrez d'une campagne électorale? À quel point l'équipe est fantastique. Moi, ça me sidère. Je pensais que ça dépendrait plus de moi. Qu'il y avait... Mais au contraire, j'ai j'ai été vraiment chanceuse. J'ai un groupe de bénévoles qui me soutient avec beaucoup de ferveur, qui sont pleins de bonne volonté. Et puis, au niveau du parti, je veux dire, c'est une grande famille, là. On se soutient, puis l'ambiance est bonne. Donc, on est vraiment accompagnés au courant des dossiers. Fait que pour moi, ça fait toute la différence du monde. Je suis agréablement surprise. Donc, vous vous sentez, disons, supporté, accompagné, aidé, etc. Oui. Audrey Bogmans, candidate pour la CAQ dans Iberville. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Ben, bien sûr. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. On fait notre tournée des candidats et candidates dans les comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly, ici à la télévision du Richelieu. On est cette fois du côté de Saint-Jean avec le député sortant qui sollicite un deuxième mandat pour la Coalition Avenir Québec, la CAQ, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut Éric, merci de me recevoir. Un, c'était passé, ça prend 2 mandats. Moi, je compte pas, là. Moi, je suis content, là. J'étais heureux de me représenter. J'espère être élu. J'ai envie. J'ai vraiment envie de continuer. Est-ce qu'on a l'impression... Continuer la pointe-tu? Oui, tout à fait, oui. C'est comme le slogan, hein, c'est ça? C'est ça. Continuons. Est-ce qu'après 4 ans, on a l'impression qu'on a fait un certain nombre de choses, mais on a l'impression qu'il nous manque de temps pour finir ce qu'on aurait voulu commencer? Il y a ça. Et je te dirais que les premières années, on est encore en train de se chercher, trouver sa capacité d'intervention, trouver ses repères par rapport à certaines questions régionales surtout. Au national, ça va assez bien. Je n'ai pas été surpris. La langue française, moi, j'étais à bord depuis longtemps, j'étais prêt. Bon. Mais l'équilibre entre le travail au
j'allais dire régional, mais au local à Saint-Jean, puis au régional, parce que c'est important. Là. Moi, je regarde le 3 octobre en espérant avoir une équipe du Haut-Richelieu qui soit une équipe, tu vas me dire, oui, vous étiez 3 au début, en 2018. On n'a pas fini 3 de 1. Puis de 2, la qualité des candidates qui viennent d'arriver à Huntington puis dans Iberville, ça me donne vraiment envie de dire, hey, on va se faire un caucus régional si on est élus, les filles, là, parce qu'il y a moyen d'aller plus loin et d'être plus efficaces ensemble. Et puis ça, pour moi, c'est bienvenu, c'est des bonnes nouvelles. Bon, en même temps, quand on est un gouvernement ou un député sortant, on a un bilan à défendre. Le bilan de Louis Lemieux dans Saint-Jean, dans les 4 dernières années, ça se résume à quoi? Il y a les réponses qui viennent de soi, là, parce que c'est dans le paysage, mais on ne les voit plus. Là. Mais la maison des aînés qui va ouvrir avant la fin de l'année, c'est pas rien. C'est la plus grosse, c'est une des premières maisons des aînés qui va ouvrir, mais surtout la plus grosse. Mais pour nous, c'est particulièrement important parce qu'on est dans une région où on en avait vraiment besoin. C'est d'ailleurs un de mes engagements pour le prochain mandat. J'ai 2 engagements locaux dont je suis très fier. Mais le bilan des 4 dernières années, c'est beaucoup le bilan national. Écoute, on arrive avec un gouvernement qui vient changer les choses. On s'attaque à ça, on réussit. Puis ensuite, quand on regarde régionalement, ben moi, je suis obligé de regarder, et c'est national, mais pour moi, c'est très local, la rareté de main-d'œuvre. J'ai investi beaucoup d'énergie et de temps dans la dernière année du mandat à essayer de donner au Richelieu les outils pour profiter plutôt que de subir la rareté de main-d'œuvre. Puis la rareté de main-d'œuvre, je te rappelle, on en a pour 10 ans. Alors, si localement, on est capable d'être complémentaire, ou régionalement, le Haut-Richelieu, complémentaire à ce que Québec puis Ottawa font, bien, on va tirer notre épingle du jeu, puis on va être en avant de la parade au lieu de la regarder passer, parce qu'il faut qu'on aille chercher ce dont on a besoin et changer ce qu'il faut qu'il soit changé pour être capable d'avoir plus de main-d'œuvre, mieux payée, faire partie de la nouvelle économie. Là. Bon, puisqu'on parle de la maison des aînés, j'ai déjà posé la question, mais je la répète à nouveau. De par le fait qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, on a une nouvelle infrastructure, on a déjà de la pénurie dans le réseau de la santé, on rajoute une installation. Alors, comment peut-on s'assurer qu'on sera capable de l'opérer de manière optimale avec des employés? De la même façon qu'on va faire avec le reste du réseau, dans le plan du B, on est en train de multiplier tous les efforts et d'investir tout ce qu'il faut pour avoir des gens en formation qui arrivent le plus vite possible. Travail-études pour les infirmières, pour plein de monde. On ne parle pas des infirmières qualifiées, là, mais on parle au début. Là. Mais la maison va ouvrir, mais on n'ouvre pas ça comme un Walmart. Ce n'est pas un restaurant, on n'ouvre pas une journée, tiens, on est ouvert. On va probablement avoir moins de 100 chambres, entre 50 et 100 résidents qui vont être accueillis avant la fin de l'année ou au début de 2023. Entre autres, pas juste à cause du personnel, mais effectivement, j'en conviens, c'est un problème. On n'a pas tout ce qu'il faut encore. Mais pour s'habituer à travailler une maison des aînés, on n'a jamais fait ça. Là. C'est à la fois un CHSLD 2.0, mais c'est le contraire d'un CHSLD. C'est plus un hôpital dans lequel on va essayer de vivre. C'est un milieu de vie pour les personnes âgées, semi-autonomes, en difficulté d'autonomie, qui vont être capables d'avoir un milieu de vie là où il va y avoir des soins pour eux. Ça change tout. Ils vont se lever à l'heure qu'ils veulent, vont manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Alors, il faut refaire un peu toute la mécanique de donner des soins. C'est pas juste comme transférer d'un endroit à un autre. Là. On recommence à zéro, puis on va développer ça ici. On va être parmi les premiers à développer ça. Bon. Faire une campagne électorale, c'est oui, faire le bilan, mais c'est dire aussi ce qu'on va faire dans les 4 prochaines années. Parce que Jean Lapierre disait, tu gagnes pas avec ce que tu as fait, tu gagnes avec ce que tu vas faire. Effectivement. Cher Jean. C'est quoi les engagements de la CAQ en santé dans le comté de Saint-Jean pour les 4 prochaines années? Bien, ça fait partie des engagements que moi j'ai opérer la maison des aînés? Oui. Non, mais les engagements de la CAQ, c'est un changement de culture en santé. Le plan du B, c'est un changement de culture. C'est une santé plus humaine, une santé plus adaptée aux moyens qu'on a. On va se le dire, là, on n'aura pas tous un médecin de famille l'année prochaine, mais on va avoir des services. Déjà avec la clinique mobile qui va au-devant des 65 ans et plus qui n'ont pas de médecin de famille. Déjà avec ce qu'on appelle le GAP, c'est pas le magasin, là, c'est c'est la façon qu'on a trouvé pour donner des services de première ligne, donc un guichet d'accès de première ligne pour ceux qui n'ont pas les médecins de famille, pour être capable d'aller chercher ce dont on a besoin. Il faut qu'on soit réaliste. Quand on parle de privé en santé, ça peut être vrai pour nous aussi. Il ne s'agit pas de sortir sa carte de crédit. Il s'agit d'aller chercher là où ils sont des soins de santé pour tout le public, mais qui vont peut-être être donnés dans des cliniques privées. On verra pour nous, mais le plan du B, chez nous, il est à la bonne place dans la mesure où, au HHR, à l'hôpital du Haut-Richelieu, et un peu partout dans la région, on a des soins puis on a des équipements qui sont
qui sont corrects. Là. Le HHR, il n'y a pas personne qui dit que c'est en train de tomber. Là. Je dis ça de Georges Faneuf, mais le HHR, c'est tout le contraire. Là. Il est sa coche. Là. Parlons d'engagement, mais plus dans le volet éducation. Parce que Oui. j'ai l'impression que la liste d'épicerie est assez pleine. On veut une école primaire à Saint-Luc, on veut une école secondaire à Saint-Luc. Il y a un agrandissement au cégep de Saint-Jean. On veut une nouvelle école professionnelle des métiers. Là. Je ne sais pas combien de millions je suis rendu. Là. C'est une grosse commande. C'est une grosse liste d'épiceries. Puis tous ces besoins-là arrivent à peu près tous en même temps. Et on a, comme la plupart des régions, eu plus de demandes qu'on a reçues de feu vert depuis 4 ans parce qu'il fallait investir dans le maintien d'actifs. 70 de tout ce que le ministre Roberge a dépensé, c'est dans le maintien d'actifs. Et ici, ça fait une énorme différence. Tu vas me dire que c'est des modulaires qu'il y a à la polyvalente, là. Mais c'est des modulaires qui sont sur la coche. Puis les étudiants, les élèves sont très contents de les avoir, le personnel aussi. Le problème, c'est que les modulaires prennent de l'argent, puis cet argent-là, si on ne mettait pas les modulaires, on n'était pas capable d'avoir ce que ça prenait à la place, c'est-à-dire une nouvelle école secondaire ailleurs. Donc, il faut faire des choix. Les choix ont été cruels dans la mesure où il n'y a pas eu de nouvelles écoles. Mais j'ai cru comprendre que la première qu'on va obtenir, parce qu'il y a eu des avancées du côté du centre de service scolaire pour déposer un projet. Il y a tout le temps avant projet, avant, après, là. Mais l'école pour Saint-Luc, pour la clientèle de l'île Sainte-Thérèse, serait la prochaine là, qui nous... Au niveau nous arriverait. primaire. Oui, au niveau primaire. Pour le secondaire, bien là, si on est capable de bouger plus vite sur le centre de métier, bien à ce moment-là, on pourrait dégager de l'espace déjà dans la polyvalente. C'est vrai aussi au primaire, mais ça ne nous donnera pas beaucoup plus de place parce que si on avait, pas si, mais quand on aura l'école des métiers, on va pouvoir concentrer toute l'éducation pour adultes là et ça va nous permettre de retrouver, entre autres, des espaces qu'on va pouvoir utiliser pour faire quoi, Éric? Pour entretenir, moderniser, réparer, refaire des vieilles écoles de Duplessis comme on a dans le comté, là, puis il y en a plein ici, là, des écoles de Duplessis. Et le cégep dans tout ça? Ça, c'est mon deuxième engagement. Georges Faneuf, de régler le problème de Georges Faneuf pour le prochain mandat, ça, c'est le premier engagement. Le deuxième, c'est et si je me souviens bien du libellé qu'on a mis, c'est tu l'as pas avec toi, le libellé? En tout cas, c'est de fournir au cégep les installations dont il a besoin pour faire face à sa nouvelle clientèle qui va continuer d'augmenter. Puis on avait déjà augmenté le devis de 2800 à 3200 quelques, là, il y a 2 ans. Donc, le projet qui a été déposé, c'est un projet de 35 millions. Moi, j'ai pas dit, j'ai un chèque de 35 millions. J'ai dit, on va, au cours du prochain mandat, régler la question d'un agrandissement des installations du cégep. Mais le cégep, l'équipe du cégep va faire ce qu'ils ont à faire, vont négocier avec le ministère pour obtenir ce dont ils ont besoin. Parlons de logement abordable. Oui. Bon, il y a une nouvelle qui est parue au printemps qui m'a un peu jeté à terre. Je sais qu'il y a eu des demandes qui avaient été évoquées. Je comprends que c'est pas la ville. Bon, la ville participe parce qu'elle a des terrains, mais c'est un OBNL qui envoie les formulaires. Puis là, on se fait dire au final, c'est comme s'il manque un bout de papier, la demande est incomplète. Bref, la demande est refusée. Donc là, je me dis, bon, il n'y a pas quelqu'un à la ville ou à votre bureau qui peut aider ce monde-là à remplir les formulaires correctement. Ça fait un peu bizarre, non? On parle du PHAQ, qui est un programme d'habitation pour aller plus vite en habitation de loyer modique et abordable. Et j'étais avec la mairesse au téléphone dans les jours qui ont précédé la sortie du programme pour dire, préparez-vous, il va y avoir un programme et ça va aller très vite parce qu'on l'a sorti au printemps et il fallait qu'il soit déposé avant l'été, puis ça a été décidé pendant l'été pour être, si possible, en chantier à l'automne. On avait des propositions de la ville et d'un groupe communautaire qui n'ont pas abouti. Mais c'est juste la première année de 3 années de programme. L'année prochaine, on va avoir eu le temps, de constater ce qui n'a pas fonctionné dans les premiers dépôts et de les corriger, le cas échéant. C'est des programmes très particuliers. C'est des programmes pour aller très vite. Et il fallait être prêt à construire là, dans les mois qui suivent. La Ville n'avait pas dans ses cartons des projets prêts à débloquer. Alors là, ils ont déposé, ils se sont fait dire, bien, vous ne l'avez pas, mais on va travailler avec vous pour voir ce qui a bloqué ou ce qui a accroché dans les présentations que vous avez faites. Il y a une année 2, une année 3. On va s'organiser pour travailler avec eux. Pour ce qui est des formulaires, tu sais, il n'y a pas personne qui n'ait pas de bonne foi là-dedans, Ah non, j'en doute y compris les fonctionnaires. J'ai l'impression qu'on a manqué une opportunité. Ben, en fait, on n'avait pas l'offre à la hauteur de ce dont on avait besoin de présenter pour décrocher le projet, mais on va l'avoir, c'est tout. Il va en avoir d'autres. Puis, tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, là, c'était des programmes. C'est un programme
d'urgence. Alors, le programme d'urgence, là, si tu n'as pas tout ce qu'il faut, on passe au suivant. Là. Et on n'avait pas tout ce qu'il fallait, force est d'admettre. Aux dernières nouvelles, la mairesse était loin d'être déçue. D'ailleurs, je l'ai vu en entrant ici tout à l'heure. Elle a hâte de déposer pour la prochaine année. Puis là, ça va être une année plus normale parce qu'on a fait en 8 mois la dernière année ce qu'on fait d'habitude en 12 mois. Donc, ils sont déjà en train de travailler sur des projets. Je travaille avec elle pour voir où ils s'en vont. Et ça reste le problème sur lequel il faut que Saint-Jean et la région travaillent parce que c'est un problème. Le comté de Saint-Jean, c'est une partie de Saint-Jean. Oui, c'est la le partie Chaudieu, de ce côté-ci de Saint-Luc, la rivière. l'Acadie et Saint-Blaise. Oui, monsieur. Dont on oublie trop souvent. Ah, pas moi. Avez-vous une demande particulière à Saint-Blaise? Pour moi. Bien, il y en a une qu'on a réglée. Ils ont eu de gros problèmes avec leur clinique santé. On a réussi. Ils ont réussi parce que c'est communautaire, mais j'ai travaillé avec eux. Et la clinique, non seulement n'a pas fermé, mais a retrouvé ses allures d'antan. Le personnel est au complet, tout va bien. Ils avaient des problèmes, pas des problèmes, mais des revendications avec le MTQ qu'on a satisfait dans une large mesure. La rue principale, toute la principale à partir de la 233, le Grand Bernier qu'on a vu cet été qui était en rénovation du côté de Saint-Blaise. Avec le maire, ça va très bien. On n'a pas de... À chaque fois qu'on se parle, c'est parce qu'on règle quelque chose, puis j'ai pas de dossier en attente Saint-Blaise. Au contraire, ça va très bien Saint-Blaise. La mairesse de Saint-Jean va sûrement vous faire part de sa liste d'épicerie aussi. Oh, oui, on se parle régulièrement. Puis quand je disais le logement, c'est un problème pour tout le monde et tout le monde y fait face. Il n'y a pas que le PHAQ. Il y a d'autres projets, il y a d'autres avenues. Et puis, tu sais, on parlait de Georges Faneuf tantôt, là. Moi, je dis dans mes engagements que Georges Faneuf, on règle ça, on transfère, on déménage les résidents, le personnel, bon, tout ça. Georges Faneuf, là, c'est un beau coin, ça, pour des projets d'avenir, là. En plein milieu du vieux, tout ce terrain-là, là. On va faire quelque chose avec ça. Bon, moi, ma job là-dedans, c'est de m'assurer que si la communauté puis la ville me demande quelque chose pour mettre à la place de Georges Faneuf, que je facilite les affaires du côté de Québec, pas imaginer qu'est-ce qu'on va mettre où. Mais une fois qu'ils vont décider, moi, ça va me faire plaisir. Là. Louis Lemieux, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne campagne, monsieur. Bonne fin de Gâteau. campagne électorale. Oui. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Je m'adresse ici aux cyclistes qui empruntent parfois la route des Champs dans le secteur de Saint-Césaire. Il y a une passerelle qui est fermée temporairement par des mesures de sécurité. Il y a un petit détour qui est imposé par la route 112 et on ne sait pas à quel moment on va être en mesure de rouvrir la fameuse passerelle en question. C'était fermé conjointement par le MTQ, le ministère des Transports, de même que la MRC dans ce secteur. Bref, nous, on se dit bien sûr rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com.